Nous laissons derrière nous tout ce que nous avons de plus cher. Enfants, épouses, amis, pères et mères. Fièrement, nous répondons à l'appel du devoir. Pour que les déplacés et les réfugiés rentrent à la maison. Pour que nos enfants reprennent le chemin de l'école. Pour que jaillisse la lumière de la réconciliation entre les peuples, pour le Mali, pour la patrie. Cette voie, nous l'avons choisie, au prix de nos vies. Nous défendrons nos couleurs. Et si nous laissons derrière nous veuves et orphelins, nous vous prions, prenez soin d'eux. Afro-basket senior féminin, les aigles dames tombent les armes à la main après un parcours jusque-là sans reproche. Elles viennent d'être battues tout à l'heure en finale par les Nigérianes tenantes du titre. Les Nigérianes remportent ainsi leur 7e titre de la compétition. Après sa brillante participation à l'Expo universelle 2025 à Osaka, le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le chef du gouvernement a rencontré la diaspora malienne. Le général de division Abdoulaye Maïga a expliqué les raisons de sa visite, la situation actuelle du pays et celle de l'espace confédéral. Des échanges à bâtons rompus afin de consolider la confiance entre l'État et la diaspora. Année de la culture, Dr Cheikh Mamadou Keïta, Chérif Keïta, ancien et homme de culture, est le parrain du mois d'août. Professeur de littérature aux États-Unis, il a contribué au rayonnement de la culture malienne à travers ses travaux de recherche. Chercheur, écrivain, musicien, photographe et réalisateur, il a à son actif plusieurs publications. Il a présenté son programme d'activité au ministre en charge de la culture, le parcours de l'homme avec Cheikh Oumar Sangaré dans la page culture. Dans le grand format de la rédaction, nous ferons un focus sur le kassa. Il s'agit d'un vêtement en laine qui n'est pas qu'un simple habit. C'est un récit en filigrane porteur de sens et d'histoire, symbole de protection, de confort ou même de statut. Aujourd'hui, le kassa se modernise et gagne en notoriété. Tailleurs et vendeurs se frottent bien les mains. Rendez-vous dans la Venise malienne dans un instant pour les multiples facettes du kassa. Merci d'avoir fait le bon choix de nous suivre, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans ce journal-là. Le Nigeria remporte son 7e titre de l'Afro-basket senior féminin, dont 5 consécutifs. Les Nigériennes se sont imposées 78-64 face aux Aigles dames. La compétition s'est déroulée en Côte d'Ivoire. Le résumé du match et les messages de félicitations des autorités dans la page sportive en fin de journal avec Abdul Karim Kaba. Direction Tokyo, le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, a bouclé son séjour ce dimanche au Japon. La journée a été consacrée à la rencontre avec la communauté malienne. Le chef du gouvernement a eu des échanges francs et directs avec ses compatriotes sur plusieurs sujets intéressant à la vie de la nation. Le général de division Abdoulaye Maïga a expliqué l'objet de la participation du Mali à l'Expo universelle 2025. La situation sociopolitique au Mali et dans l'espace confédéral avant de recenser les problèmes auxquels la diaspora malienne est confrontée, parmi lesquels la reconnaissance des compétences, l'accompagnement des projets d'investissement, le soutien à l'entrepreneuriat et l'amélioration des services consulaires. Le récit de nos envoyés spéciaux au Japon, Mamari Kone et Ali Outouri.
Après avoir présidé le lancement de la journée nationale du Mali à Osaka, le Premier ministre chef du gouvernement a pris en toute simplicité le TGV direction Tokyo comme un passager ordinaire. Le général de division Abdoulaye Maïga et sa délégation prennent place dans les wagons numéro 10 pour parcourir environ 600 km. Comme lors de ses précédentes sorties à l'extérieur du pays, le Premier ministre respecte une tradition qui tient à cœur le président de la transition, à savoir accorder un moment d'échange à nos compatriotes établis à l'extérieur. La rencontre du jour est une occasion pour le chef du gouvernement d'apporter à nos compatriotes du Japon des nouvelles fraîches du pays. Dans son discours, l'ambassadeur du Japon, le général de division Didier Dako, a fait un aperçu sur les Maliens vivant dans les 7 pays de sa juridiction. Au total, ils sont 700 Maliens, dont 250 au Japon. Et ces Maliens travaillent pour la plupart comme employés dans les usines de manufacture et l'arrivée des premiers Tunkaranke maliens au Japon remonte à la fin des années 80. On compte aussi une soixantaine d'étudiants répartis sur différentes universités à travers le pays, des étudiants pour certains qui arrivent dans le cadre des bourses octroyées par le gouvernement japonais et pour d'autres à leur propre compte. Une autre catégorie de jeunes arrive dans le cadre du sport, évoluant dans les clubs sportifs des universités. Ils poursuivent des formations diplômantes en relation avec leur niveau. Tout comme au Japon, on retrouve des Maliens dans les autres pays de la juridiction de l'ambassade du Mali au Japon. La communauté malienne au Japon, par la voix du président du Haut Conseil de base des Maliens du Japon, a exprimé sa reconnaissance aux autorités de la transition. La communauté malienne n'a pas de doléances particulières, dira son président, mais quelques préoccupations. La salle était remplie, il y avait des Maliens qui voulaient voir M. le Premier ministre de leurs yeux à cause de leur admiration envers ce grand homme de notre pays. Beaucoup d'entre nous ont souhaité contribuer davantage au développement du Mali. Nous, la diaspora du Mali au Japon, nous soutenons la transition du Mali. Je répète, nous soutenons la transition du Mali. Nous soutenons la transition du Mali. En s'adressant à nos compatriotes en langue officielle bamana, le Premier ministre les a salués pour leur participation aux différentes assises qui ont conduit aux réformes en cours. Il leur a expliqué l'esprit de la Charte nationale pour la réconciliation, la place des Maliens établis à l'extérieur dans les plans d'action du gouvernement, ainsi que la création et les acquis de la Confédération des États membres de l'AES. Comment dit délégation ministérielle de l'État mission à Dougoukokan, à Wadjibileno, la communauté malienne de Fanfa, Kasega ou rencontrer, Gelambu Kasega ou Gelaudon, Ani so Kunafuli Kasego Fonadouma, so Kunafunium, à Kakanga, vraiment à la Barkala, Kambe Basiki Mounanga, Jamanakulambe, Ambo Silaka, Kaka Uremumbe, Japonia, Aure Sega Misali, Chamandi, Chemalioma. Parce que les gens qui ont été Kabo, Kadouire Chili, la la Seconde Guerre mondiale, le banque maintenant. Oui, Bora Gilam fait qu'on a eu Rosrambe, je crois que j'étais à Fofro à la Barako. Malien, Burkinabé, Nigérien, vraiment un bébé Farabé, un bébé Bala. Abo fait la traite, à quand vraiment coup d'ardon, à quoi activité là, pour que vraiment aille siga Basro Kosovo. Avec Basro là, Jamanakono, avec Basro là, Lufanaga Jamanakono, Makakan. Quand les Maliens établis à l'extérieur, nous avons fait pour que AICK dont Balachomina. Parce que nous avons vraiment à Mali, à Burkina, à Niger, à Boborela, à Hereborila, mais donc vraiment Albi, à la Kaseka, AICK ici, la Kaseka Antana. Tant à Tungarangé Moumbéan, Kaufoka ou le Nuano, je crois que j'étais Moufo, un ambassadeur Fana Moufo, avec mon rôle ici, c'est où ça Kosovo. Parce que Nico, c'est Mali ambassadeur. Ambassadeur était général qu'il était. Ambassadeur est Malien FMB, c'est Dougou Kokan. Mali drapeau de Bao Bela Djenemulo. Aubé Mali ambassadeur. Le Premier ministre boucle ainsi sa mission au Japon et entame demain celle au Turkménistan où il doit prendre part à la 3e conférence des Nations Unies sur les pays en développement sans littoral.
La page AES nous conduit au Niger. Le président de la République, chef de l'État et chef suprême des armées s'est rendu dans le chantier de l'hôpital militaire de référence de Niamey où des citoyens patriotes engagés volontairement ont affirmé leur détermination à poursuivre la construction de cette infrastructure essentielle. Un engagement patriotique salué par le chef suprême de l'armée nigérienne. Pour le général Tchani, les paroles ne construisent pas un pays, mais plutôt les actes. Le reportage de Rachida Seyni Ndior et Askou Djibrila de la télévision nigérienne. Fidèle à ses engagements, notamment celui d'offrir à la population nigérienne et aux forces de défense et de sécurité un système sanitaire adéquat, le président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, le général d'armée Abdrahmane Tchani s'est rendu ce vendredi 1er août 2025 à l'hôpital militaire de Niamey qui est en chantier. Les travaux de l'infrastructure étaient à un moment stoppés, fort heureusement avec l'engagement et l'abnégation de 3 entrepreneurs nigériens. Les travaux ont repris de plus belle. Nous sommes dit que bon, si de l'extérieur on n'est pas prêt à nous aider, pourquoi pas nous-mêmes nous soulever pour que tout ce qui est l'œuvre de construction qu'on puisse l'amener. Et que nous sommes aussi inspirés d'un fait. On a vu de l'autre côté nos frères FDS qui se battent en brousse pour la défense de la patrie. C'est cette preuve d'engagement et de patriotisme que le président Abdrahmane Tchani a tenu personnellement à féliciter. Le fait que vous soyez porté volontaire pour réaliser cet hôpital prouve une fois de plus qu'il y a des compatriotes qui sont restés pragmatiques et qui agissent. La parole ne construit pas un pays. La parole sert de base. Mais faut-il qu'elle soit une parole prononcée avec la volonté de construire. Le président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdrahmane Tchani, s'est engagé à soutenir ses patriotes nigériens jusqu'à l'aboutissement de ce chantier phare qui fera certainement la fierté des forces de défense et de sécurité, leurs familles, ainsi qu'aux populations nigériennes. Nous restons dans le domaine de la santé. Au Burkina, les travaux du centre hospitalier universitaire régional de Gawa avancent à la satisfaction du Premier ministre. Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo était hier sur le chantier dans la région de Djoro. Le Joao est né de l'initiative présidentielle pour une santé de qualité. On en sait davantage avec Issa Kazabré et Siej Kael Poda. Le chantier du centre hospitalier universitaire régional de Gawa reçoit la visite de Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo. Le chef du gouvernement parcourt la trentaine de bâtiments construits sur une dizaine d'hectares. 21 mois après le lancement des travaux par le président du Faso, le taux d'exécution dépasse les 50%, mais pour le Premier ministre, l'heure n'est pas aux félicitations. Nous sommes à peu près à près de 54% de taux d'exécution. Ce qui montre quand même qu'il y a des gros efforts qui sont faits. Et la visite et surtout les bâtiments et les installations que nous avons pu voir nous permettent déjà d'avoir une satisfaction. Il y a des motifs de satisfaction parce que les travaux avancent bien. Il y a une bonne qualité d'exécution également de ces travaux-là. Mais si nous sommes venus, ce n'est pas pour afficher une satisfaction. Ce n'est pas encore l'heure des félicitations. Je l'ai dit bien sûr aux entreprises qui sont sur place. C'est l'heure surtout des encouragements. Il y a des milliers et des milliers de patients qui sont pris en charge ici, dans les centres de santé venus notamment de la Côte d'Ivoire voisine. Prévu pour une durée d'exécution de 3 ans, l'ouvrage coûte 45 milliards de francs CFA et sera remis le tout fini avec les équipements clés à la main. Au stade actuel, les gros ouvrages sont à phase de finition avec les pôles administratifs, d'hospitalisation, de services et de spécialités, de logistique et un plateau technique entre autres. La construction, elle, connaît plusieurs innovations. Les innovations, surtout sur le type de toiture utilisé, parce que nous avons utilisé des panneaux sandwich de 80 mm d'épaisseur et ces panneaux ont pour avantage d'avoir des performances d'isolation thermique très élevées.
et aussi des performances au niveau acoustique afin que lors des saisons pluvieuses, qu'il n'y ait pas à perturber la quiétude des patients. Aussi, comme innovation, nous avons la mise en place d'un service, d'une station de potabilisation de l'eau. Nous avons aussi une station d'épuration qui est prévue pour le traitement des eaux usées de l'hôpital. La fin des travaux est prévue pour le 30 décembre 2026. À 15 mois de cette date, l'entreprise promet mettre les bouchées doubles pour respecter les délais. Retour ici au Mali, fin de la mission du ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'emploi et de la formation professionnelle à Akaï. Parmi les activités menées par Oumou Salsek, le lancement hier de la session de formation de l'Association des femmes de cheminots de Caille en technique de saponification. Objectif à favoriser la production locale de savon essentiel à l'hygiène et à la prévention des maladies en créant de véritables opportunités de revenus pour ces femmes. On en sait davantage dans ce reportage signé Brahima Dao. 3 activités étaient à l'ordre du jour ce samedi 2 août 2025 dans l'agenda de Madame la ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'emploi et de la formation professionnelle à Caille. Oumou Salsek a procédé d'abord au lancement de la formation en technique de saponification à l'intention de 50 femmes membres de l'association des femmes de cheminots, une initiative des plus hautes autorités du pays saluée par les bénéficiaires. Madame la ministre, votre département traduit la volonté politique des plus hautes autorités du Mali à non seulement éradiquer le chômage, mais surtout à faire du savoir-faire, la priorité de gaz, de la performance dans un monde globalisé où la concurrence n'apporte aucun sens au métier. Dans le cadre de ces missions d'appui aux populations actives à travers FAPA, financer cette formation au bénéfice des 50 femmes membres de notre association en technique de saponification. Cette initiative, animée par le centre de formation Tata Traoré, dirigée par une promotrice exemplaire, témoigne de notre engagement commun à promouvoir l'autonomisation économique des femmes. Cette formation est porteuse d'un triple impact. Le premier, les sanitaires, en favorisant la production locale de savon essentiel à l'hygiène et à la prévention des maladies. Le second, il est économique, en créant de véritables opportunités de revenus pour les participantes. Le dernier, le troisième, il est social, en renforçant l'autonomie et la place des femmes dans la dynamique de développement communautaire. Cette session de formation constitue une opportunité précieuse qui marque une étape décisive dans l'amélioration des conditions de vie des femmes bénéficiaires en leur donnant des outils pour entreprendre, produire localement et contribuer activement au développement économique de leur communauté. Nous restons à l'intérieur du pays. Après les femmes, des jeunes de Ségou ont reçu des kits d'insertion et fonds de roulement. L'enveloppe pour financer ces projets est de près de 200 millions de francs CFA. C'est à l'actif de l'ONG WHH. L'embouche, la pisciculture et l'aviculture sont entre autres secteurs de développement économique ciblés par le projet. Depuis la capitale des Balanzans, la correspondance de Honoré Tchenou et Bassi Traori. Après 4 à 6 mois de formation sur l'entrepreneuriat, 80 jeunes reçoivent aujourd'hui leur attestation des kits d'insertion et fonds de roulement. Ils sont bénéficiaires du projet Skill Up, un projet de développement de compétences dans les secteurs économiques comme l'embauche bovine, la pisciculture. Le coût global de la donation s'élève à près de 200 millions de francs CFA. À tous ces jeunes, je souhaite dire ceci. Vous êtes au cœur de notre engagement. Ces kits ne sont pas une fin, mais un début de parcours entrepreneurial exigeant qui requiert rigueur, engagement et résilience. Grâce à la formation reçue avec le projet SCLEAP,
j'ai pu améliorer mes compétences dans mon activité de pisciculture. Pour les dons reçus ce matin, nous promettons d'en faire bon usage. Outre les remises des kits, le rappel sur le projet Skill Up Mali et ses dispositifs de formation en entrepreneuriat, au nombre desquels formation technique et résiduelle, ateliers, écoles et formation complémentaire. Chers jeunes, vous êtes les artisans du changement. À travers les compétences acquises, les kits et fonds de roulement mis à votre disposition, c'est votre avenir et celui de votre communauté que vous façonnez. Je salue tout particulièrement la démarche inclusive et participative adoptée par Skill Up Mali, qui prend en compte les recommandations des services techniques, des collectivités territoriales, mais aussi des participants bénéficiaires. Des motions d'engagement à respecter par les différentes parties ont été enregistrées en fin de travaux. Protection de l'environnement, les femmes unies, engagées et déterminées pour un Mali propre, conformément à leur slogan, s'engagent à assainir la ville aux Trois Caïmans. Elles ont initié ce week-end une opération de sensibilisation autour de la propreté. Soutenues par les autorités, elles appellent à un changement durable de comportement face à l'insalubrité, une action citoyenne portée par un message fort. La salubrité est un acte de courage politique et de relèvement, source de mémoire humaine. La cérémonie avait pour cadre la Tour de l'Afrique, tout en symbole. Le reportage de Soumaou Aïdara. Bamako sans déchets, les femmes montrent l'exemple. Les femmes unies, engagées et déterminées pour un Mali propre ont mené une journée de sensibilisation pour inciter les citoyens à adopter de nouveaux comportements face aux déchets. Pour cette édition 2025, nous souhaitons accompagner les communautés pour assurer un environnement propre par la résilience fondée sur les perceptions et les attitudes vis-à-vis de leur environnement qui sont des conditions sine qua non pour éradiquer ce phénomène insupportable. Susciter l'utilisation des poubelles adéquates par les ménages et les usagers. Assainir et débarrasser les ordures et inciter la transformation en donnant de la valeur ajoutée pourvoyeuse d'emploi des jeunes. Bamako d'antan, ça s'appelait Bamako la coquette. Mais aujourd'hui, Bamako a perdu tous ses visages. Qui parle d'assainissement parle de santé, qui parle d'assainissement parle de bien-être. Donc nous exhortons les femmes vraiment à se donner la main. Les hommes aussi. Ces femmes sont soutenues par les départements de tutelle. Qui dit l'assainissement, ça demande une urbanisation adéquate. Ça demande des réactions au niveau de la construction des routes, des interventions des acteurs de la santé, de la disponibilité des dépôts de décharge, de la disponibilité des dépôts de transit et de la protection et le maintien de nos espaces verts. Le thème retenu cette année, savoir faire avancer la justice sociale, économique et environnementale pour les femmes du Mali à travers la promotion de leurs droits, interpelle toutes et tous. Ensemble, elles rappellent que la propriété d'une ville ne dépend pas seulement des moyens, mais surtout de la volonté de ses habitants. Et nous poursuivons notre série de reportages sur les occupations des élèves pendant les vacances. Certains mettent cette période à profit pour se reposer ou s'amuser. D'autres choisissent pour apprendre un métier. C'est le cas de 5 jeunes, dont un apprenti soudeur, un futur mécanicien et 3 filles qui épaulent leur mère en cuisine. Leur point commun, faire de ces vacances un moment utile pour eux comme pour leur entourage. Maïmouna Guindo et Yaya Kone sont allés à leur rencontre. Cahiers soigneusement rangés, les salles de classe désertées. C'est l'heure des vacances scolaires. Toutefois, loin des distractions habituelles, certains élèves, animés par une volonté différente, font le choix de consacrer leur temps libre à l'apprentissage d'un métier ou à l'assistance au sein du foyer familial. Ainsi, à Lafiabougou, Yaya Touré, élève en 5e année, a troqué depuis le début des vacances ses livres et cahiers contre les outils d'un atelier de soudure, prenant une voie peu commune mais pleine de sens. Au lieu de rester à la maison sans rien faire, j'ai choisi de venir ici. En peu de temps, j'ai appris à faire de la peinture, à souder des petites boîtes et même des cale-pieds pour moto. Pour son formateur,
Cette démarche ne révèle pas simplement de la noblesse, mais répond également à une nécessité vitale dans un contexte où la jeunesse se trouve souvent exposée à des dérives multiples. Il estime que les vacances, période propice à l'oisiveté, présentent des risques considérables, notamment pour les garçons. La rue peut être dangereuse. Un enfant livré à lui-même peut facilement tomber dans la délinquance. Pour éviter cela, j'ai choisi d'ouvrir mes portes et de leur transmettre des notions de base. À quelque distance de là, Idrissa a lui aussi fait un choix similaire. Il seconde son père dans son garage, où chaque jour, il s'initie au rudiment de la mécanique, un savoir-faire transmis de génération en génération. J'accompagne mon père au garage pendant les vacances pour apprendre la mécanique. Je préfère ça que de rester à la maison sans activité. Aujourd'hui, je sais changer l'huile des moteurs, faire de petites réparations. Cela fait plusieurs années que j'accueille des élèves et étudiants dans mon garage pendant les vacances. En ce moment, j'ai 12 jeunes avec moi, dont mes propres enfants et ceux de mes voisins. Je leur enseigne les bases de la mécanique pour qu'ils acquièrent des compétences concrètes. Quant aux filles, le domaine de l'apprentissage s'étend souvent dans le foyer. Pendant l'année scolaire, ma mère fait appel à une aide ménagère pour l'aider à la maison. Mais pendant les vacances, après le départ de cette dernière, je reste à ses côtés pour m'occuper des tâches ménagères et de mes petits frères et sœurs. Je fais la vaisselle, la lessive, je nettoie la maison et je cuisine. Je reste toujours auprès de ma mère pour apprendre. Elle m'a déjà appris à cuisiner, à faire la vaisselle, la lessive et le ménage. Tout ce que j'apprends aujourd'hui me servira plus tard, surtout en tant que future femme responsable. Pendant les vacances, ma mère nous apprend à faire la cuisine et le ménage. Cette philosophie, encouragée par de nombreuses familles, se veut un moyen de responsabiliser les enfants loin des distractions numériques. Moi, je les apprends comment faire la cuisine. Au lieu de les laisser aller dans d'autres maisons, je préfère qu'elles restent à apprendre la cuisine. Quand les vacances commencent seulement, moi aussi je prends congé de la cuisine parce que c'est elle qui rentre dans la cuisine. S'apprendre à souder, réparer un moteur ou préparer un repas, autant d'activités qui ne constituent peut-être pas les vacances idéalisées par la majorité des enfants. Cependant, pour ces jeunes, il s'agit d'un choix pleinement assumé, celui de se rendre utile d'ores et déjà à la société qui les entoure. Et nous ouvrons la page culture de cette édition avec le portrait du parrain du mois d'août. Son nom, Dr Cheikh Mahamadou Chérif Keïta, homme de culture et professeur aux États-Unis d'Amérique. C'est un chercheur, écrivain, musicien, photographe et réalisateur de films qui, malgré la distance, reste fortement rattaché au patrimoine culturel malien qu'il vulgarise à travers le monde. Dr Cheikh Mahamadou Chérif Keïta a à son actif plusieurs publications littéraires et auteur de nombreux films. Le portrait du parrain du mois d'août de l'année de la culture, c'est avec Cheikh Oumar Sangaré et Sidiki Koulibaly. Modeste dans son style vif et très actif, Cheikh Mahamadou Chérif Keïta est un grand fan de Boubacar Ndiaye, le précurseur du xylophone traditionnel appelé Flenkolo Balani du Fladougou.
L'homme a vu le jour à Bamako et passe une partie de son enfance à Badougou Djoliba où son père servait comme chef de poste médical. Ensuite, il revient poursuivre ses études fondamentales à Ngomirambougou à Bamako. Puis, il fréquente le lycée Prosper Camara et le lycée Badala où il décroche son baccalauréat en 1972. Destination Bruxelles où Chérif décroche un diplôme de traducteur anglais-russe en 1977 avant d'atterrir aux États-Unis d'Amérique pour poursuivre son cursus universitaire avec à la clé un doctorat en littérature francophone d'Afrique et des Caraïbes, histoire et politiques africaines, obtenu en 1985. Donc depuis août 85, j'enseigne dans le Minnesota, dans le nord des États-Unis, dans une université qui s'appelle Carleton College. Et je suis titulaire de la chaire William H. Laird, donc en études francophones et en études interdisciplinaires. Voilà, donc là j'enseigne la littérature, des cours de langue, le cinéma et la culture africaine. Cheikh Mamadou Chérif Keïta est membre de l'Association malienne des sciences appliquées et publie beaucoup d'œuvres littéraires. À titre d'exemple, il a publié en 1985 un ouvrage titré Massa Magan Diabaté, un griot mandingue à la rencontre de l'écriture. En 2001, il sort Salif Keïta, l'oiseau sur le fromager. Dans toutes ses activités, Chérif met en exergue la richesse et la diversité de la culture malienne. Par exemple, j'enseigne un cours sur les expressions culturelles de la société mandingue, à travers le cinéma, à travers la littérature, à travers l'art. Toujours animé de cette volonté d'inculquer des valeurs positives à la jeune génération, Chérif se tourne vers le cinéma pour atteindre un large public. Ainsi, il fut vite charmé par l'histoire de l'Afrique du Sud où il réalise une trilogie documentaire. D'abord, Oberlin Inanda, la vie et l'œuvre de John Dubé en 2005. I'm very emotional because when I think of where this man started, je me suis intéressé à l'histoire de l'Afrique du Sud avant la génération de Mandela. Une génération totalement inconnue, mais qui a planté les bases de ce que Mandela et les autres sont devenus. C'est des intellectuels africains qui ont étudié aux États-Unis et qui ont vraiment planté les jalons, et il fallait pour moi faire la lumière sur ces gens-là. Ensuite, Chérif réalise Récit des cimetières, un missionnaire rebelle en Afrique du Sud en 2009. Et enfin, Ukukumbula ou Nokutela, mémorial pour Nokutela, réalisé en 2014. En Afrique du Sud, franchement, pendant 26 ans, je me suis fait un nom là-bas, de l'homme de la rue jusqu'à la présidence. J'ai eu à lever des fonds pour les manuscrits de Tombouctou. Sous l'initiative du président Thabo Mbeki qui m'a écrit pour me féliciter pour ce que j'ai fait pour son pays. Le dernier film primé de l'homme de culture est intitulé Nambala Keïta, un tirailleur et son village. Chérif Keïta est un homme pluridisciplinaire qui sillonne le monde avec les images du Mali culturel. Son choix comme parrain du mois d'août de l'année de la culture confirme la volonté des autorités de valoriser les talents maliens où qu'ils se trouvent, et Chérif n'en demande pas mieux. Je crois que je suis mieux connu à l'extérieur que chez moi. Comme on le dit, nul n'est prophète chez soi. Bon, c'est pour ça que cette attention vraiment que le ministre de la Culture a voulu m'accorder, n'est-ce pas, est un honneur qui me va droit au cœur. Franchement, c'est la première fois vraiment qu'on me met sur un piédestal, pour ainsi dire, n'est-ce pas, et je n'ai pas assez de mots pour remercier le Mali, ma terre natale, et remercier aussi Monsieur le ministre. Un intellectuel très respecté à travers le monde et qui se reconnaît dans le combat de souveraineté que le pays mène. Et c'est maintenant qu'on commence à agir, à acter certains principes qui auraient dû être actés depuis très longtemps. Et ça, cela me donne de l'espoir.
Pour moi, c'est ça le Mali Koura. Un Mali Koura qui compte sur le Mali Dinkoura, un nouveau type de Malien qui pourra servir la nation partout, comme le sexagénaire Dr Cheikh Mamadou Chérif Keïta. Voilà un portrait réalisé par Cheikh Oumar Sankaré et Siriki Koulibaly. Je vous invite à une immersion dans le Mali profond avec une escale à Sibi. On parle de tourisme avec le programme City Tour. Ce circuit touristique initié par le ministère en charge du tourisme à travers l'agence de promotion touristique du Mali vise à faire découvrir aux enfants les sites touristiques du Mali et Sibi en regorge énormément. Ce cadre d'apprentissage a été salué par les enfants et parmi les visiteurs, nos reporters Moussa Kamara et Oumar Traoré. Une trentaine d'enfants accompagnés de leurs éducateurs embarquent dans un bus coloré, impatients de vivre cette aventure. Au programme, visite des monuments emblématiques et des musées comme la Tour de l'Afrique, le mémorial Modibo Keïta, le musée des armées et le musée du district de Bamako. Chaque étape est une occasion d'apprendre et de s'émerveiller. C'est ma première fois. Je suis très contente. J'ai aimé Tati de Modibo Keïta. Surtout les photos. Quelque chose qui m'a beaucoup surpris était les décorations des pères de l'indépendance. C'était impressionnant. La Tour de l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. Le département du tourisme ne se contente pas de faire découvrir Bamako, il promet le tourisme social, équitable et inclusif à travers cette sortie avec les enfants du cercle de Sibi. Et cela dans le cadre de la 3e édition du programme City Tour. C'est une initiative qui vise véritablement à développer le tourisme social que le département entend mettre en place pour que déjà les visités puissent devenir à son tour les visiteurs. Cela peut véritablement participer au changement du regard du visité. Aujourd'hui, nous avons amené les enfants de Sibi à Bamako dans le cadre du programme City Tour, leur permettre de découvrir les sites touristiques de la ville de Bamako. Là, nous sommes très contents aujourd'hui de voir Mali Tourisme à Sibi. Il est venu prendre les enfants pour découvrir le Mali. Nous remercions infiniment Mali Tourisme. En fin de journée, les rires et les sourires illuminent les visages des enfants, témoignant des souvenirs gravés à jamais dans leur mémoire. Cette initiative n'est que le début. Elle sera élargie à d'autres couches de la société malienne. Tout à fait, Moussa Kamara. Nous arrivons au grand format de cette édition consacrée au kassa. Il s'agit d'un vêtement en laine qui n'est pas qu'un simple habit. C'est un récit en filigrane porteur de sens et d'histoire, symbole de protection, de confort ou même de statut. Le kassa est un tissu généralement fabriqué à partir de poils d'animaux, généralement de moutons, et composé parfois de différentes couleurs mélangées pour le rendre plus joli. Il est traditionnellement tissé par bande pour faire des couvertures et des boubous, mais depuis quelque temps, le kassa se modernise et gagne en notoriété. Les tailleurs en confectionnent plusieurs modèles et les vendeurs se frottent bien les mains. Notre équipe de reportage, conduite par Boubacar Sankaré, a rencontré les acteurs concernés. Suivons son reportage. Le boubou kassa ou encore gondjourou en langue peul est un style vestimentaire identitaire peul bien particulier dans la région de Mopti. Il est fait à base de laine de mouton et de fil. Ce habit se porte au quotidien et lors des cérémonies religieuses, traditionnelles et culturelles. Derrière sa confection se cache tout un processus. Kassa, Bali. Le kassa est fait à base de laine de mouton. Les laines peuvent être de couleur blanche ou noire. Elles peuvent aussi être teintées à d'autres couleurs. Et ce sont ces laines qui sont rassemblées et tissées pour confectionner les kassa. Il y a beaucoup de types de kassa avec des motifs et couleurs variés comme la couverture ou le boubou. Kassa, chuma wonhen.
Après le tissage, le kassa est présenté chez le tailleur pour y être cousu. Il y a plusieurs types de kassa. Il y a plus précisément ce modèle-là, ce type de kassa qui est en base de laine. Et il y a aussi le kassa qui est typiquement traditionnel, qu'on fait en base de peau des animaux. À la faveur de la semaine artistique et culturelle de Mopti 2025, le kassa a été valorisé et gagne en notoriété. Le kassa, on a essayé de moderniser le style parce qu'on l'a toujours connu sous l'ancienne forme de couture. Mais présentement, on fait toutes sortes de coutures avec les kassa, toutes sortes de modèles. Ça marche parce que ceux qui sont un peu rattachés à la tradition, et ça fait bien de s'habiller avec les kassa. Donc, pratiquement pour les grandes cérémonies, les gens font beaucoup de commandes sur le kassa. Pour les vendeurs, au-delà d'une simple marchandise, le kassa, c'est une valeur ajoutée pour les commerçants d'habits. Cette vente, ça se passe bien, alhamdoulilah. Les kassa, les gens sont en train de les valoriser actuellement. Oui, et nous vendons des différents kassa et des tapis aussi pour les décorations de la maison. C'est fait à base de kassa aussi. Bon, en dehors de la vente, ça valorise la culture malienne aussi parce que le kassa est sur le point de disparaître. Donc actuellement, depuis l'État a commencé à relancer la production du kassa, actuellement en train de revenir avec la force. Le kassa, spécificité devenue une identité culturelle, mérite d'être promu et labellisé afin de contribuer efficacement au développement économique du pays. Et oui, une identité de la culture mopticienne, j'allais dire malienne tout court. La culture, facteur de paix et de cohésion sociale afin de favoriser le vivre ensemble. 30 ans après sa dernière édition, une tradition culturelle est née à Bajangara grâce à l'initiative de l'association Djamangele portée par des femmes Dogon et Peul. Une occasion pour renforcer les liens d'unité, de paix et de cohésion entre communautés. Agibou Koulibaly et Mahamadou Sidibé nous en disent plus depuis le plateau Dogon. Dans un élan de renaissance culturelle et de réconciliation, l'association Djemangele de Bajangara a organisé une activité culturelle longtemps mise en veilleuse à cause de la crise sécuritaire qui secoue la région de Bajangara. Cet événement, autrefois très populaire dans la commune, n'avait plus été célébré depuis près de 3 décennies. Composée de femmes issues des communautés Dogon et Peul, l'association a voulu marquer les esprits en ravivant une tradition porteuse de sens et de symboles. Placé sous la présidence du préfet de Bajangara, l'événement a été parrainé par 3 figures engagées pour la paix dans la région. Elle est là depuis 70 ans. Ces filles qui sont en train de faire le relais là, ces filles-là sont des filles de celles qui sont encore sur leur lit ici et qui ont animé Djemangele. Déjà, nous repartons. Déjà, nous retournons en arrière. Déjà, nous animons nos vertus. Déjà, nous reprenons ce que nos mères ont laissé, ce que nos pères ont laissé. C'est ça, c'est ce qu'il faut faire, c'est ce qu'il faut reprendre, c'est ce qu'on nous demande. Bajangara est une localité bien développée, mais cela faisait plusieurs années que cette manifestation n'était plus organisée. Aujourd'hui, Pel, Dogon, Bambara, Bobo, nous sommes tous une et seule et même famille. C'est tout le sens de cette rencontre. Malgré les blessures du passé, l'heure est au dialogue, à la réconciliation et à la reconstruction du vivre ensemble. L'organisation de cette journée culturelle s'inscrit à un contexte où notre société a plus que jamais besoin de se retrouver, de se ressouder, de se réconcilier autour des valeurs ancestrales comme le vivre ensemble, le dialogue intercommunautaire et la cohésion sociale. Ce sont là les fondements même de toute société forte, résiliente et tournée vers l'avenir. Ce qu'on vient de voir, c'est, je ne dirais pas une première, mais ça faisait un bail qu'on n'en vivait pas. Donc, et surtout que ça coïncide avec une année culturelle. Nous sommes transportés ici, c'est tout à fait normal, pour venir agrémenter aussi la fête
qui s'inscrit dans le même cadre. À travers cette célébration, les femmes de Djemanguélin rappellent que malgré les épreuves, le peuple de Badiangara reste uni. Leurs chants et danses résonnent désormais comme un appel à la paix, à l'entente et à la confiance retrouvée entre Dogon et Peul. Voilà. Les cours d'eau sont de plus en plus pollués dues à certaines actions de l'homme. Face à l'ampleur de la situation, le syndicat unique des travailleurs de l'eau et de l'électricité a organisé hier un point de presse. La rencontre vise à alerter les autorités afin qu'elles prennent les mesures qu'ils s'imposent. Le thème retenu est la pollution de nos cours d'eau, une menace pour notre avenir. Le reportage de Mariam Koulibaly. Les cours d'eau au Mali connaissent en ces jours de réelles agressions occasionnées par certaines activités humaines dans les lits et au bord de ces eaux. La plus nuisible de ces activités pour nos cours d'eau reste le système de dragage. Il est important de rappeler que la hausse de la turbidité ne se constatait qu'en début d'hivernage par le passé. Aujourd'hui, nous assistons à des pics de turbidité tout au long de l'année dû à l'intensification des activités de dragage sur les cours d'eau. Le dragage, bien qu'interdit par la loi, se poursuit en amont de Bamako et dans d'autres localités du Mali. Le CITELEC est accompagné dans cette dynamique d'alerte et de recherche de solutions par d'autres regroupements syndicaux, les organisations de la société civile et les services techniques chargés de la gestion de l'eau. Une synergie qui invite autant les autorités que la population à réagir de façon rapide avant la destruction de ces cours d'eau, sources vitales et patrimoine culturel du pays. Ce dragage, c'est très grave. C'est déplorant. Et c'est déplorant pour l'agriculture et l'élevage et la pêche. Alors que nous, c'est les éléments clés de notre survie. Tout ce qui vient ailleurs, c'est des modèles d'ailleurs. Nous, notre valeur, c'est l'agriculture, c'est l'élevage, c'est la pêche et c'est nos champs. Donc il faut les protéger. Il faut protéger le peuple malien. La sonnette d'alarme ainsi tirée, chacun doit impérativement jouer son rôle pour la survie de ces cours d'eau. Un cours d'eau malsain engendre à la fois des problèmes sanitaires, écologiques et même économiques. Dans la lutte contre le terrorisme, chacun contribue en sa façon. À Nyoro, un opérateur économique de Caille, à travers son association dénommée Djanweli Kunda Nyeta, a offert une importante quantité de lampadaires solaires aux FAMA pour leur permettre de mieux sécuriser la ville. La cérémonie de remise s'est déroulée en présence de toutes les forces vives de la région et des responsables des forces de défense et de sécurité sous la présidence du gouverneur de la région, le général de brigade Ali Anadji. Le reportage de Moussa Diakité. Djanweli Kunda Nyeta est une association de bienfaisance créée pour le développement du quartier Djanweli Kunda et l'ensemble de la ville de Nyoro. Pour apporter sa pierre à la construction nationale en cette période d'insécurité, elle vient de faire un clin d'œil vers les FAMA en leur remettant une importante quantité de lampadaires solaires qui serviront à éclairer les alentours du camp militaire et certains couloirs obscurs de la ville. Personne ne viendra construire le Mali à notre place. Avec l'esprit de patriotisme, nous pouvons aider nos femmes par les moyens que Dieu a mis à notre disposition. Moi, j'ai pensé aux lampadaires pour permettre aux femmes de mieux sécuriser la ville pendant la nuit. J'invite les bonnes volontés à faire autant pour permettre à nos militaires de vaincre l'ennemi. Moi, j'ai été vraiment surpris de la célérité avec laquelle notre doléance a été prise en compte par l'ensemble de la population de Nyoro. L'obscurité est en elle aussi une insécurité. La lumière, ça permet quand même de voir loin et de repousser l'ennemi au loin. Alors je tiens à vous remercier au nom du commandant de la zone numéro 4 et au nom de la hiérarchie, à vous dire merci vraiment pour cette donation. Ensemble, nous vaincrons, ce ne sont pas que les soldats. Les civils ont leur combat. Ces lampadaires que vous venez de mettre à la disposition
de la municipalité et qui seront bientôt remis aux forces de défense et de sécurité seront utilisés convenablement aux besoins de la sécurité. Un bel exemple de collaboration entre civils et militaires. Oui, vous l'aurez compris, c'est la page sport de cette édition. Abdul Karim Kaba, bonsoir. Bonsoir Awadit Makamara, bonsoir tout le monde. Oui, l'actualité a été dominée par la finale de l'Afro-Basket 2025. Elle a été gagnée par le Nigeria, score final 78-64 et c'était face à nos Aigles dames. Les Nigériennes remportent ainsi la coupe pour la 5e fois consécutive. Eh bien, les femmes nigériennes sont les championnes absolues du continent avec 5 titres consécutifs et l'expérience a remporté devant la jeunesse face aux Aigles dames du Mali. Pour les Aigles dames du Mali, le meilleur est à venir, Inch'Allah. Eh bien, cette finale est à vite oublier. Voilà un match qu'on a suivi en direct sur ORTM1. On va souhaiter bon courage à nos Aiglons. Mais nous allons revenir sur le sacrifice de Sika Kone, Abdul Karim. Eh oui, Sika Kone a fait un choix de suspendre son contrat aux États-Unis pour rallier l'équipe nationale du Mali, car la joueuse intérieure de 23 ans évolue habituellement au sein de la prestigieuse WNBA avec Washington Mystics. Les gestes de la jeune Sika Kone inspirent et montrent un véritable changement de mentalité chez les jeunes. En effet, elle a demandé à son club d'être libérée car pour elle, défendre les couleurs de son pays est un devoir. Pour cela, elle a été contrainte à une suspension de son contrat. Son club a même le choix de recruter une autre joueuse avant son retour avec le risque de perdre définitivement son contrat. Mais pour elle, la nation compte plus que son contrat. Les sacrifices et le patriotisme de Sika Kone doivent être encouragés et soutenus. D'ailleurs, Sika Kone fait partie des 5 majeurs de la compétition. Sika Kone, par son histoire, inspire, symbolise l'esprit de sacrifice et de fierté nationale. D'ailleurs, Awadit Makamara se communiqué du ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, Abdul Kassim Ibrahim Fomba, qui porte à la connaissance de l'opinion publique que l'équipe nationale féminine de basketball s'est classée vice-championne d'Afrique à l'issue de l'Afro-Basket féminine Abidjan 2025, qui s'est tenue du 26 juillet au 3 août. Eh bien, en finale, les Aigles dames ont été battues par le Nigeria 78-64. Cependant, l'équipe malienne n'a pas démérité et se qualifie pour le tournoi des qualifications mondiales 2026 et obtient son ticket pour l'Afro-Basket 2027. Cette deuxième place de nos basketteuses est le fruit d'un travail collectif impliquant joueuses, encadrement, fédération et sportifs. En cette occasion, le ministre, au nom du général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, du premier ministre, chef du gouvernement et de l'ensemble des membres du gouvernement, salue l'engagement des joueuses, notamment le sacrifice de Sika Kone, justement récompensé par les organisateurs parmi les 5 majeurs, et félicite la Fédération malienne de basketball ainsi que les membres de l'encadrement technique et administratif pour ce classement honorable. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, s'est compté sur la mobilisation de tous pour l'accueil de nos héroïnes prévu ce lundi à partir de 18h30 à l'aéroport international président Modibo Keïta Sénou. Voilà, on va dire le communiqué du ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, Abdul Kassim Ibrahim Fomba. Merci bien Abdul Karim Kaba pour toutes ces précisions. À suivre tout à l'heure à partir de 21h sur ORTM1, la version Bamanankan de Malikouata sera saison 3. Le Premier ministre chef du gouvernement, le général de division Abdoulaye Maïga, répond aux questions de Marc Koulibaly et de Kassim Traoré sur les grandes actions du gouvernement. Et c'est la fin de cette édition. Pensée spéciale à Nofama, à Gao, Tombouctou, Taoudeni et Kidal. Bonsoir.